Ouh, superbe. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Salut messieurs. Donc, nouvelle édition du podcast FOMO AI, où on va traiter des sujets autour de l'AI engineering, de l'AI native engineering et de tout ce que ça apporte, de tous les changements. Et là, on s'est dit qu'on allait se faire une édition spéciale autour de la sécurité. Parce que ces dernières semaines a redéfini le paysage Sibéria de manière radicale. On a tous entendu parler de Mythos par Anthropic, le projet Glasswing, Daybreak a été release par OpenAI aujourd'hui, Vercel aussi s'y met. Donc il y a énormément de choses qui se passent, énormément de vulnérabilités qui sont trouvées. Et pour cet épisode spécial sécurité, on voulait inviter Jean-Baptiste, expert du sujet qui va se présenter. Mais alors nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Stan, cofondateur de Next Level. Voilà, où on accompagne la transformation agentique de tout le SDLC. Euh, Simon, tu veux peut-être y aller? Simon, je suis le cofondateur de Next Level avec Stan. J'ai la casquette de CTO et comme il vient de le dire, on accompagne les boîtes dans leur pivot vers l'IA et les coding agents. Et Damien, tu veux te présenter? Ouais. Moi, je suis Damien, je suis cofondateur de Hago où on apporte des agents IA dans les process, les services clients pour drastiquement améliorer l'expérience client. Et moi, je suis JB, je suis un guide de sécu. Pour l'instant, je suis cofondateur de Tolmo, où on construit de la sécurité pour les entreprises qui sont AI native. Euh, Avant ça, j'étais pentester chez Apple pendant 4 ans, où je travaillais sur euh, la version interne des produits. Donc, c'était beaucoup de reverse engineering, beaucoup de cryptographie. Euh, je suis parti en 2015 avec mon manager de l'époque d'Apple qui s'appelle Pierre Bétoin. On a cofondé Screen, qui était une solution de sécurité applicative. Donc, en gros, on était comme un debugger dans ta production, ce qui nous permettait de catcher des problèmes de sécurité et détecter des attaques automatiquement sans configuration. On a été racheté par Datadog en 2021 et on a réintégré Screen dans le produit APM. Et assez vite, on s'est occupé du reste du portfolio de sécurité de Datadog, euh, qui sont ouais, tous les autres produits de sécurité de Datadog actuellement. Et donc, je viens de relancer une boîte Tolmo avec la même équipe de Screen de l'époque à peu près. Troisième Génial. vie. Tolmo, dont la landing page est extrêmement sympathique. Voilà, j'en dis pas plus. Tolmo.com, vraiment, c'est un régal. Bravo les gars. Merci, je dirais à Vlad. L'idée, c'est qu'on ait une discussion, une conversation. Voilà, chacun va pouvoir te poser des questions et on va voir où ça nous mène. Mais c'est vrai que, comme je le disais en intro, là, depuis 6 8 semaines, il se passe des choses qui sont assez exceptionnelles, qui remettent en question pas mal de choses. On s'inquiète, en même temps, on s'émerveille. Toi, pour toi, comment tu décrirais un peu, c'est quoi ta lecture de ce moment de bascule côté sécurité logicielle? Ouais, c'est une excellente question. Il y a la réponse peut prendre très longtemps parce qu'il y a extrêmement de nuances dans tout ça. En fait, tu peux regarder un peu les deux côtés les deux faces de la pièce. Tu as la partie des gens qui construisent des choses, donc qui sont les gens qui se font attaquer en général. Et puis, tu as la partie des gens qui attaquent, qui sont les gens qui vont trouver des vulnérabilités dans ce que les gens construisent en général. Donc, moi, j'étais des deux côtés de la barrière. Par passion, je suis resté assez proche de la partie offensive, même si maintenant je suis un builder, hein, clairement. Euh, Dans la partie offensive, en fait, on voit de plus en plus d'exemples de gens qui font des attaques de plus en plus élaborées grâce au modèle. Alors, on n'a pas encore vu de nouvelles catégories d'attaques apparaître, hein. Donc, je sais pas, un jour, il y a quelqu'un qui a inventé les buffer overflow, un jour, il y a quelqu'un qui a inventé les injections SQL, un jour, il y a quelqu'un qui a inventé les SSRF.
Et chacune de ces vulnérabilités a des dizaines de nuances qui ont toutes été inventées par des humains. À ma connaissance, il n'y a pas eu encore de nouvelles catégories d'attaques inventées par des LLM. Donc ça reste à venir, mais on n'est pas à un point d'inflexion où ça y est, ces choses-là explosent. Par contre, ce qui explose, c'est le nombre de vulnérabilités qui sont découvertes de façon automatique. Euh, alors, il y a eu beaucoup de bruit autour des nouveaux modèles, hein, type Mythos, etc. Euh, je ne sais pas si Mythos a des capacités extraordinaires, particulières en termes de sécurité. Peut-être que n'importe quelle nouvelle génération de modèles aurait eu les mêmes capacités. À la limite, c'est pas vraiment la question. La question, c'est plus effectivement, avec le trend actuel des modèles, comment est-ce qu'ils vont accélérer l'attaque, quoi. Et alors, ce qu'on a tendance à voir, c'est qu'en fait, historiquement, ça a toujours été assez facile de trouver des problèmes de sécurité, hein. Si vous avez déjà été dans une grosse boîte qui utilise des outils de SAST à la Checkmarx ou je ne sais quoi, bah, vous avez des dizaines, des centaines, des milliers de problèmes qui sont pinpointés dans le code à certains endroits. La plupart n'ont aucune valeur parce qu'ils ne posent pas de problème réel en termes de risque. Donc, en fait, c'est du bruit pour les développeurs. Bah, l'AI, elle va trouver des problèmes un peu de la même façon, sauf qu'elle est capable de les qualifier beaucoup mieux. À la fin, ça reste quand même beaucoup de problèmes et donc il y a toujours une difficulté à les qualifier, ce type de problème. Donc toutes les données qui ont été sorties autour de Mythos et dans le gros papier qui annonçait la sortie, il y a plein de gens qui se sont dit, ouais, bah, en fait, les chiffres nous permettent de comprendre que ça ressort beaucoup de vulnérabilités. Ça ne permet pas de comprendre quel pourcentage de ces vulnérabilités étaient effectivement valides. Donc oui, c'est sûr, ça marche très bien. Est-ce que c'est utilisable en l'état, à l'échelle? Ça semble pas encore évident. C'est toujours, ça reste drivé par un expert en sécurité dont l'intuition va être très importante, dont la compréhension un peu, ben, encore une fois, intuitive, mais tu vois, de la big picture, en sachant dans quel type de risque s'inscrit ce que je suis en train de regarder. Tu vois, si tu regardes les problèmes de sécurité sur curl, c'est pas du tout la même chose que si tu regardes les problèmes de sécurité sur l'API d'un CRM, par exemple. Parce que, bah oui, tu en as un qui est exposé sur Internet et qui va être potentiellement attaquable, et en fonction d'où il va tourner, tu vas avoir des impacts différents. Bah, curl, de la même façon, en général, c'est pas lui qui est exposé, c'est lui qui va reach out. Donc, en fait, le modèle de menace n'est pas du tout le même. Donc, voilà, deux vulnérabilités similaires dans ces deux environnements complètement différents vont pas être exploitées de la même façon. Je fais une petite pause parce que là, je peux vous bouffer l'heure comme ça, hein. Ouais, nous, on pourrait écouter Ah l'heure. non, t'es con, rien. Donc, du coup, il y a ce moment d'inflexion, c'est plutôt, j'ai l'impression de ce que tu dis, peut-être plutôt une prise de conscience de l'efficacité qui était de toute façon un peu attendue des modèles, vu la progression, elle est géométrique, mais que ça a pas encore, on n'est pas encore passé dans un autre monde, et que si les modèles sont des commodités, du coup, enfin, si les modèles sont commoditisés, finalement, il y aura pas trop de risques. Alors, c'est pas ce que je dis, parce que bah, évidemment, ça va pas s'arrêter là. Et en fait, le modèle, c'est un peu the raw thinking. Évidemment, ce qui va apporter de la valeur, c'est tout ce qu'on est capable de plugger au-dessus en termes d'automatisation, en termes de contexte, pour aller tu vois, donc si ton modèle te trouve sans vulnérabilité importante, c'est difficile à regarder, c'est peut-être quand même très long à patcher. Peut-être qu'en fait, la valeur, ça va être de se dire, OK, je garde les 10 vulnérabilités qui sont des vraies vulnérabilités, je t'explique pourquoi, etc. Donc je pense qu'il y a toujours besoin d'une surcouche au-dessus de ça. Les modèles ne sont pas encore suffisants pour faire ce métier tout Cette seul. surcouche, c'est quelque chose qui peut être automatisé. En gros, tu peux avoir des coding agents spécialisés sécu qui font ce boulot-là, et où ça reste de l'humain ou un truc entre les deux. Est-ce que c'est un coding agent? Peut-être, en fait. Tu vois, si tu prends du codex qui va déjà te faire du feedback de sécurité dans ta pull request sur GitHub, ça peut clairement être vu comme un outil de review de sécurité intelligente. Euh, Ce qu'on constate, c'est que en fait, oui, ok, ça marche ces trucs-là, ça manque quand même de beaucoup de contexte.
Le contexte dont ça a besoin, c'est par exemple tout ton contexte de production. Tu vois, parce qu'en fait, quand tu déploies un service et tu remontes un risque sur un SSRF, c'est important de savoir quel est le contexte réseau de cette RF. machine, par exemple. Excuse-moi, SSRF? Pardon, pardon, excusez-moi. Un SSRF, c'est une vulnérabilité de type réseau. Tu vois, donc en gros, typiquement, tu fais une intégration webhook, tu vas mettre l'URL de ton serveur qui va recevoir la notification du webhook. En fait, si tu fais pas attention à la fonction, à la façon dont tu développes ton service qui prend l'URL et qui va la tester, tu peux mettre n'importe quoi comme URL et par exemple, tu vas mettre l'URL d'un serveur d'AWS et donc ton webhook, au lieu d'aller taper chez toi, il va taper chez AWS, tu vas pouvoir récupérer les credentials de la machine et il y a plein de gens qui se font exploiter comme ça. Capital One en 2010 ou ish, non, plus tard, bon par là, bien sûr 2020 ish. Capital One s'est fait péter, donc une grosse banque américaine, s'est fait péter sa production de cette façon. Donc voilà, c'est une catégorie de vulnérabilité et c'est vrai pour toutes les vulnérabilités. Si tu prends, je sais pas, une injection SQL, en fait, en fonction de la base qui est tapable avec cette injection SQL, ça va avoir un impact complètement différent. Euh, une illustration, je trouve, de ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'on voit le. Donc, je partage mon écran. C'est la montée des CVE. Alors là, on l'a. Eh ben, c'est une très mauvaise illustration. Je m'en excuse. Que c'est Mais régulier. en fait, Bien vendu, ouais, tu vois. justement, là, c'est régulier. Mais en fait, on voit que c'est clairement exponentiel et que les CVE explosent. Donc, une CVE, c'est une vulnérabilité confirmée dans un software qui est utilisé par des euh, consommateurs. Donc, ça peut être une CVE dans un truc open source, hein, je parlais de curl. Ça peut être une CVE dans Linux ou Windows un SDK de Stripe, par exemple. Et donc, et ça, on voit que le nombre de CV augmente. Donc, tu vois, ça fait plusieurs années que ça augmente. Et là, on sent quand même une sorte d'inflexion grâce à l'AI. Et je connais plein de security researchers qui voient une CVE qui sort sur un truc et qui, en fait, vont la donner à un LLM tout de suite pour essayer de trouver des vulnérabilités de la même catégorie dans le truc. Là où avant, ça représentait encore beaucoup de travail manuel et de setup d'outillage pour réussir à faire ça, c'est des choses que, tu vois, les modèles aujourd'hui te rendent beaucoup, beaucoup plus simples maintenant. Et ça, du coup, c'est des choses que comment dire, l'expert en sécurité dans une entreprise aujourd'hui, donc là, il a des super pouvoirs pour justement pouvoir accorder la bonne attention aux bonnes vulnérabilités, pouvoir faire un peu plus de triage. Lui, il est conscient du contexte de prod. S'il crée un contexte de sécurité, un contexte engineering volet sécurité, j'imagine qu'aujourd'hui, il va pouvoir faire un nombre de choses incroyables par rapport à ce qu'il pouvait faire avant. Ouais, alors absolument. Sauf que ça, donc, tu as raison, hein, Stan, bien sûr. Et il y a des outils d'ailleurs qui émergent pour faciliter ça dans le monde de la sécurité. Euh, il faut aussi mettre en parallèle que le contexte en face a beaucoup changé aussi. Donc ton ingé sécu, lui, son but, c'est de sécuriser la production et le produit que les équipes de produits vont créer. En fait, les équipes de produits, elles bénéficient aussi de l'AI et elles publient de plus en plus vite. Mm. Donc en fait, alors j'ai compté, nous là, chez Tolmo, on est à une pull request toutes les 66 minutes. Moi, en pratique, aujourd'hui, je ne sais pas sécuriser ça. Tu vois, si tu prends les outils qui ont été construits dans le monde d'avant, je sais pas, un Wiz ou un SendGrep ou je parlais de Checkmarks, tout ce genre d'outils, en fait, ils s'adaptent pas à ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas le bon contexte. Voilà, pour plein de raisons. Donc, ce monde est en train de changer. Par contre, là où effectivement la surface de ce que l'ingénieur en sécurité doit sécuriser, cette surface, elle grossit énormément, elle est en train de varier aussi. Parce qu'en fait, les coding agents, j'ai parlé tout à l'heure de SQL injection ou de SSRF, c'est des vulnérabilités qui font de moins en moins. Parce qu'en fait, les modèles sont de plus en plus performants pour écrire Ouais. du code. Et donc, la nature des vulnérabilités, elle est aussi en train de changer. Et typiquement, aujourd'hui, ça devient beaucoup, beaucoup plus simple de se dire, ce composant critique, je vais l'écrire en Rust
plutôt qu'en C, bah ok, du coup, naturellement, j'élimine toute une partie des vulnérabilités type mémoire, buffer overflow, buffer override, etc. Donc, il y a un split qui se fait comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est aussi que le type de vulnérabilité est en train de changer. Donc, les vulnérabilités un peu traditionnelles, tu parlais de le WASP Top 10 tout à l'heure, Stan. Si on prend le WASP Top 10 de genre 2000, bah, en fait, tu as XSS, SQL Injection, etc. Bon, bah, tu vois, React a quasiment fait disparaître les XSS. Tu vois, les ORM ont quasiment fait disparaître les injections SQL. Et puis, les modèles, devenant eux-mêmes de plus en plus performants, arrêtent de faire ces vulnérabilités un Ouais. peu qui sont maintenant old school. Donc, ce Est-ce qu'on. que ça veut dire que tu pourrais Vas-y, Dan. étudier les... Est-ce que ça veut dire que tu pourrais étudier les modèles actuels pour détecter en fait les failles qu'il crée le plus naturellement possible? Parce qu'en fait, ça veut dire que il y a... ces modèles ont forcément des biais, et donc il y a des failles qui n'ont pas l'habitude et ils vont créer des failles en fait. Et en fait, tu pourrais étudier ces modèles pour comprendre en fait quelles failles ils vont plus facilement créer pour aller les attaquer en fait. Enfin, attaquer. Eh ben, potentiellement, ouais. Je pense que la donnée, en fait, existe déjà dans les entreprises Hmm. qui ont fait qui utilisent ces modèles-là et qui écrivent leur code à l'aide de ces modèles-là. On va y arriver, en fait, parce que, bah oui, cette donnée est quelque part, et puis il y a de plus en plus de gens qui vont se concentrer sur la sécurité pour ces choses-là. Euh, mais donc, du coup, la question, c'est est-ce qu'il y aura plus de failles, en fait? Bon, bah non, évidemment, parce que le type de failles qu'on peut voir, ça va être des failles qui vont être de plus haut niveau, genre autour de ta business logic, par exemple. Ouais. Et Hmm. puis, en fait, là où les modèles sont plus forts pour écrire du code de base qui est mieux, en fait, il crée aussi des nouvelles vulnérabilités autour de tout ce qui est l'exécution des agents, puisque bah, en fait, de plus en plus, on va exécuter des prompts dans sa production avec des capacités plus ou moins limitées, des inputs plus ou moins limités, et puis on voit assez régulièrement des agents qui font un peu n'importe quoi. Donc Oui, parce que ça reste un tout. Pardon, Simon. non, non, mais je voulais rebondir là-dessus parce que c'était un peu ma question de follow-up derrière. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup des failles dans le code, avant et maintenant. Et tu disais que la surface d'attaque, etc., elle augmente, elle change. J'ai l'impression que du coup, les agents, pas forcément les coding agents, mais les agents au global, ils ont aussi leurs propres risques et le côté agency des agents, c'est-à-dire capable de faire des actions, ça doit quand même être. Est-ce que ça apporte quand même pas une dimension tout à fait nouvelle? Et surtout, on est tous des noobs, à part Damien. Absolument. Hmm. Sûrement à part Damien, ouais. Mais non, non, bien sûr, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Nous, donc, nous, Est-ce que Tolmo, si ce qu'on je te fait, dis c'est open close justement. 3 fois, si je te dis open close 3 fois, est-ce que tu vomis? Alors, je suis fasciné par OpenClaw. Je ne l'ai jamais installé. Je reste un geek de sécu et donc voilà, je n'en suis pas là. Euh, En fait, chez Talmo, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on analyse les risques de nos clients et on leur suggère des solutions de sécurité en fonction de ce qu'on voit. Mais donc, notre objectif, c'est justement de pallier, pas remonter des vulnérabilités sans contexte qui n'ont pas d'intérêt et te faire perdre du temps avec des pull requests sur des choses que tu veux pas, mais être capable de les lier à ton risque. Et donc, te dire, bah, regarde, ça, c'est important pour telle raison. Euh, donc, ce qu'on voit dans tout ça, c'est que les gens qui ont des agents, bah, en fait, c'est une nouvelle catégorie de risque qui n'existait pas auparavant. Parce que c'est peut-être, enfin, le risque, il est évidemment lié à ce que ton agent a la capacité de faire, mais en général, un agent avec du bash et puis des secrets, eh ben, il peut faire absolument n'importe quoi. Ouais. On a vu un agent qui avait reçu un credential du provider d'authentification, donc genre un Okta ou un truc dans l'idée. Et cet agent, il a trouvé plus simple d'aller faire un API call sur Okta pour générer un faux token de login à la place des utilisateurs, plutôt
que d'utiliser le token qui lui avait été gentiment donné par le flow de l'entreprise. Et donc, les clients qui ont été victimes de l'impersonnification de l'agent se sont pris un email en disant: Ah, nous avons détecté un nouveau login du data center US East 2 à 6 heures du mat. Et donc, les clients étaient très inquiets, évidemment, en disant: Mais que s'est-il passé? Est-ce que mon compte s'est fait voler, etc. Et donc, non, c'est un agent qui a décidé tout seul qu'avec son token Okta, il pouvait très simplement aller se générer des tokens d'authentification lui-même. Donc, ça, c'est un exemple de sécurité qui est pas forcément, enfin, qui est inquiétant, tu vois, qui n'a pas eu d'impact dramatique. Il n'y a pas de Euh, malveillance, il n'y a pas de volonté de malveillance à l'entrée, c'est quelque chose de spontané, c'est ça qui est presque flippant, quoi. À la fois fantastique et à la fois flippant. Tout à fait. Bah, non, mais absolument. Et du coup, c'est ça qu'on doit réussir à contraindre, quoi, hein. Donc, la question, c'est si tu te dis, en fait, mon agent peut aussi se faire prompt injecter à n'importe quel moment, toutes les capacités de ton agent, du coup, doivent être considérées comme étant potentiellement malveillantes. Tu vois, c'est un peu comme si tu avais. De toute façon, un agent, ça reste stochastique, quoi. Enfin, je mets des quotes parce que je trouve que c'est un très joli mot pour dire que ça peut faire n'importe quoi. Euh, donc, ton agent qui peut faire n'importe quoi, si tu lui donnes des capacités larges, évidemment, il y a une proba qu'il le fasse. Donc, du coup, là, je sais pas, les bonnes pratiques, c'est dire, bah, OK, évidemment, il n'a que les credentials nécessaires. Il n'a pas d'accès à la base de données parce que sinon, qu'est-ce qui l'empêche d'aller lire les données d'un client A quand il est dans le contexte d'un client B? S'il peut faire du réseau, bah, de la même façon, je ne veux pas qu'il puisse aller taper sur mon cluster Kubernetes en interne ou sur les autres euh, pods et nodes à côté de lui. Donc, il faut qu'on ait construit ce réseau. Les credentials AWS qu'il a, ils doivent être aussi minimum parce que je n'ai pas envie qu'il puisse aller lire des buckets S3 dont il n'a pas le droit ou créer des access keys ou je ne sais quoi. Donc, en fait, il y a toute une question de se dire, OK, on doit limiter ça au maximum. Et de la même façon, t'as pas non plus envie qu'il soit root parce que peut-être que tu as d'autres process dans ton container qui vont se servir de lui. Donc en fait, il faut aussi vérifier ses accès système. Et puis, est-ce qu'il a le droit d'écrire sur tous les fichiers? Bah non, parce que j'ai pas envie qu'il aille voir les runs d'exécution précédents. Est-ce qu'il a le droit d'aller lire les variables d'environnement? Bah probablement pas, parce que encore, si on a un autre process là-dedans, il faut faire très attention. Donc en fait, on peut arriver dans des modèles où exécuter un agent de façon sécurisée, bah, en fait, on est tous encore en train de naviguer un peu dans les bonnes pratiques aujourd'hui. Les gens qui prennent zéro risque que je connais, ils vont créer un compte AWS dédié avec un Fargate qui a absolument zéro privilège et une queue qui va aller feed un truc qui va spawn le Fargate, qui va faire son exécution et qui va réécrire, qui va renvoyer son résultat au même truc, qui va réécrire Et isolé dans une autre physiquement, queue, etc. je cote. Il est Pardon, isolé Simon? physiquement. Il est Il isolé est physiquement. tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est une belle façon de le dire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a les boîtes run des agents, construisent des agents et ont pas forcément euh, comment dire, c'est un peu comme on dit toujours que la loi, elle évolue plus lentement que l'actualité. Là, c'est un peu la même chose. Les éléments de protection mettent du temps à arriver, même s'ils sont là pour qu'ils soient vraiment compris, saisis, utilisés, mis en application. Et c'est pas qu'un sujet technique, c'est aussi un sujet humain, organisationnel, de gouvernance, la sécurité. Donc voilà, il y a ce décalage-là. Ce qui fait flipper, c'est qu'on a l'impression que ce décalage, il peut avoir tendance à augmenter un peu. Euh, Aujourd'hui, une boîte, à quoi elle doit, c'est quoi les premières questions qu'elle doit se poser? Qu'est-ce qu'elle doit s'autoriser à faire et s'empêcher de faire? Il est où le curseur en fait? Parce que tu n'as pas envie non plus de rater la vague. Tu as envie d'y aller, tu as envie de commencer à utiliser des agents, tu sais que tu as déjà des use cases intéressants, il y a du Shadow IA, donc comment tu fais pour essayer d'aborder ce sujet sereinement, d'après toi? C'est une énorme question. Bon, un truc que je vois, j'ai l'impression que si tu es un coding agent, automatiser la présence de toutes les gates qui existent, c'est compliqué parce qu'en fait, tu as des gens qui vont utiliser Claude, tu as des gens qui vont utiliser Codex, tu as des gens qui vont utiliser OpenCode. Et donc, en fait, c'est un peu dur de se dire, OK, je distribue toutes mes bonnes pratiques de, j'en sais rien, runner la CI, runner mes trucs, etc., sur mon coding agent. Ouais, tu as toujours un espèce de problème de dire, OK, ma pull request,
C'est quelque part un peu toujours elle qui doit être le garant de tout ce que je veux voir tourner dans ma CI. Par contre, t'as beau avoir une pull request, j'ai vu il y a 2 semaines, je crois, GitHub vient pour la première fois de leur histoire, ils viennent de donner la possibilité de désactiver les pull requests. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une telle vélocité avec des agents qu'ils ont dit non, on veut plus de pull request, ça nous embête. Maintenant, je veux aller directement de mon coding agent à mon main, potentiellement à ma prod. Donc, pourquoi pas? Et je pense que en fait, l'histoire va dans cette direction, hein, où on n'est plus en 1990 où c'était le cycle en V et j'ai mes specs et puis ma QA à la fin, quoi. On est assez loin de ça. Bah, peut-être que le futur, oui, en fait, ça va être de concentrer de plus en plus de choses dans ton coding agent pour aller dans cette direction. Si tu fais ça, évidemment, ta sécurité, elle doit rester le plus en amont possible et tu dois être le plus proactif possible sur ta sécurité et l'avoir à ce moment de ton cycle de développement très très tôt dans ton coding agent. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que tu t'adaptes à des gens qui ont chacun des configs de coding agent différentes? Ça, c'est un point. Et après, tu as l'agency des coding agents elle-même, où moi, j'ai pété la prod mon premier jour parce que mon coding agent, il a fait un cube control pour changer une variable d'environnement sur notre dash notre back for front, qu'il aurait jamais dû avoir, hein. Bah oui, j'étais misconfigured, j'avais mon compte de AWS de production qui était logué, donc voilà. En fait, tu vois, est-ce que les devs Ouais. utilisent avec Ah, Dangerously Insecure? Si oui, dans quelle permission? Même ton macOS, c'est compliqué aujourd'hui de faire tourner ces choses-là de façon pratique, quoi. Ouais, c'est clair. Donc peut-être que ça passe aussi par tout ce qui est environnement de travail un peu décentralisé. Enfin, moi, ce que j'ai fini par faire d'ailleurs, j'ai une EC2 avec, donc j'ai un tout petit MacBook Air qui pèse 300 grammes et j'ai une très grosse EC2 avec plein de RAM sur laquelle j'ai un Tmux et c'est elle qui fait tourner mes coding agents. Ouais. Et l'avantage, c'est que bah, en fait, j'ai que mon profil SSO AWS de staging et mon GitHub, et il y a zéro risque qu'elle tape dans des données clients ou qu'elle se mette à aller instrumenter mon browser qui est sur mes mails de boulot, etc. Euh, donc voilà, il y a des geeks de sécu qui vont trouver des solutions de sécurité qui leur convient. Et il y a comment est-ce qu'on arrive à généraliser ça? Aujourd'hui, j'ai pas encore de solution excellente pour ça. Ok. comment vous voulez attaquer cette question-là, du coup, avec Tolmo aujourd'hui? Ouais, alors nous aujourd'hui on n'est pas du tout dans le coding agent, on est resté vraiment en dehors. Donc on a une CLI et plein de skills. Donc en fait, si on découvre des vulnérabilités chez toi, typiquement, euh, on va te conseiller de faire tourner notre CLI dans un workflow, par exemple, tous les jours pour aller voir ce qui se passe, ce qu'il y a eu. Euh, on sera éventuellement capable de te proposer des pull requests automatiquement quand on a trouvé des choses qui étaient considérées comme critiques et suffisamment importantes à régler. Euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, là où les outils d'hier sont pas suffisants pour avoir la proactivité dont tu as besoin quand tu développes au rythme de l'AI, donc nous, on essaye de vraiment dépasser ça. Par contre, si on veut le dépasser dans 6 mois et se dire, bah, en fait, à quoi ça va ressembler la vitesse de dev dans 1 ou 2 ans, bah là, en fait, oui, probablement qu'il faudra se rapprocher davantage du coding agent. Et ça, c'est une intégration qu'on n'a pas encore tout à fait trouvée. Par contre, une des pistes qu'on explore, c'est que tous les coding agents aujourd'hui peuvent générer de la télémétrie. Donc tu as typiquement une configuration Open Télémétrie qui va t'envoyer en gros, toutes tes traces quoi, de discussion. Et nous, enfin, toutes tes trajectoires, quoi, hein. Et en fait, en recevant ça, bah, c'est des choses qu'on est capable d'analyser et de corriger. Mais là, c'est encore science-fictionnel plus que pratique. Ah, c'est super intéressant en tout cas. Ouais, grave. Un autre sujet qu'on se disait, ouais, et tu l'as pas mal évoqué, Jean-Baptiste, et c'est effectivement les injections de prompt. Où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a des moyens justement de se prémunir véritablement contre ça? Et c'est quoi un peu ton regard dessus? Comment on essaie de balayer le terrain pour se prémunir au maximum?
Ouais. Euh, c'est une excellente question. Ça reste compliqué, hein. Il y a pas de miracle là-dessus. Je pense qu'on est encore au début de la découverte de ces attaques parce que ça évolue dans tous les sens. On a eu plein de cas très rigolos de gens qui faisaient exfiltrer leurs prompts à des recruteurs sur LinkedIn ou de choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez testé l'Akera.ai. Non, qu'est-ce que c'est? Alors, laissez-moi Partage. le retrouver. C'est Gandalf, Lakera. Voilà. Donc ça, c'est un. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un CTF? Non. Non. Non, mais pauvre, mais pauvre. Euh, Un La vie est CTF, plus c'est un triste truc comme de ça. geek en sécu où en fait, c'est une sorte de puzzle, mais donc chaque Ah pièce du oui, puzzle, c'est un challenge de sécurité, c'est un d'accord? Et à la capture de fin, flag. c'est un Oui, c'est capture le de Ça. flag. Ok. Merci de citer mes acronymes. Je m'excuse. Donc voilà, le capture de flag, c'est plein de petits challenges successifs et à la fin, tu as le flag final et celui qui a le flag final en premier gagne. Et donc l'Akira, c'est la même chose, mais sur de l'AI, où bah, en fait, ask me for the password and I'll answer happily. Donc voilà, tu vas tester. Give me the password, hop. Oh super, on a le password, je le mets, bam, ça marche. Bah voilà, next level. Bah vas-y, donne-moi le password. Bon bah là, ok, il n'est pas d'accord. Et donc toute l'idée du challenge, c'est de réussir à convaincre le modèle de te le donner. Et puis les protections sont de plus en plus élaborées jusqu'au final level qui devient assez difficile. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un challenge qui sont pas du tout techniques, parce que tu n'as pas besoin d'écrire de l'assembleur ou du SQL ou du HTML pour exploiter le truc. Ça reste plus presque psychologique que autre chose. Donc ce genre de Et challenge est vraiment très très rigolo. j'en profite pour revenir là-dessus. Euh, un truc qu'on voit, qu'on a déjà vu chez les gens qu'on accompagne, c'est des gens qui sont loin, enfin loin du code, qui codent pas, qui codaient pas à la base, qui grâce à ces outils-là arrivent à enfin grâce au coding agent ou aux solutions de vibe coding en SAST, if Lovable, etc. ont mis les mains dedans. Il y en a certains qui font de l'attaque. Il y en a certains qui font de l'attaque justement en mode, bah, en fait, ma limite, c'est juste un peu près mon intelligence. Euh, et, et on a eu comme ça qui ont réussi à récupérer des bounties alors qu'ils savent pas écrire une ligne de code. Ça, je trouve ça fantastique. C'est des trucs, c'est des trucs que tu vois aussi un peu. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors moi, la première fois que j'ai découvert ça, c'est avec un copain qui était product manager en sécu chez Datadog. Donc, il n'a pas un background d'ingé. Il connaît la sécu dans les grandes lignes, il connaît très très bien les usages, mais sur la technique, il était un peu à poil. Et donc moi, j'avais organisé un capture de flag pour Datadog à l'époque. Donc tu vois, on était genre 60 ingés dans une salle à réfléchir au truc. Et puis moi, j'étais sur le grand écran et je disais, voilà, passer le truc. Et ce PM, il est arrivé dans les premiers parce que c'était un des premiers à utiliser ChatGPT à l'époque pour faire ça. Et ça l'a énormément accéléré pour réussir à convaincre, à finir le truc. Donc oui. Et puis l'exemple que tu as soulevé, ben, en fait, j'en ai déjà entendu une autre version qui était un développeur classique, mais sans aucune bille en sécu, qui a pareil utilisé des agents pour aller faire des attaques. Et donc ça, quand on disait l'AI accélère les attaques, eh ben oui, énormément en fait, parce que ça les rend accessibles au commun des mortels. Et on a vu aussi je crois que c'était un groupe nord-coréen, et ça a été documenté par Anthropic, qui s'est mis à faire donc les attaques informatiques nord-coréennes, elles sont très très évoluées et elles sont très très variées, hein. Ça va des attaques sur les bitcoins au gouvernement, à faire des faux freelance aux US pour gagner de l'argent. Et là, ils avaient réussi à infiltrer plusieurs entreprises en parallèle, euh, justement en réussissant à manager à l'échelle ces attaques avec Anthropic, quoi. Donc, on voit que oui, ça accélère dans vraiment sur toutes les dimensions de type d'attaque que tu peux imaginer. Super Et intéressant. donc, pour revenir à la question de Stan sur les prompt injection, bah ouais, ça, c'est des attaques qui sont pas forcément très techniques, et donc tu peux régulièrement avoir des choses. Et donc, quand on entend parler des jailbreak de modèles, là,
c'est les gens qui arrivent à faire leaker les systèmes prompt Anthropic ou OpenAI. Ça reste aussi très intéressant parce qu'on voit toujours la façon dont le prompt a été structuré et comment il va protéger, hein. C'est ça qui fait que, je sais pas, il veut pas vous donner la recette de certains médicaments ou reproduire une image de Mario parce que ça viole des Ouais. conditions générales. Bah, en fait, quand on a le prompt, on arrive beaucoup plus facilement à contrecarrer ça. Moi, je suis très admiratif de ces attaques parce qu'en fait, c'est mon intuition en sécu, elle marche différemment là-dessus et je suis pas du tout rodé, je suis pas bon pour faire des prompt injection, moi. Là où pour écrire 50 lignes d'assembleur pour exploiter un buffer overflow, je suis votre homme. Mais donc voilà, oui, on voit ces choses évoluer, quoi. Ah, c'est hyper intéressant. Et ouais, Euh, et après, donc, dans les prompts injection, c'est parfois que la première étape. Et puis, si jamais tu arrives à le break, bah, après, tu as souvent quand même une phase technique d'exploitation où tu vas peut-être te retrouver dans un environnement contraint, où tu n'as pas de réseau, tu n'as pas le bon langage que tu veux, et donc il faut quand même un peu de technique pour réussir à t'en sortir. Encore une fois, technique que les LLM, évidemment, peuvent se simplifier grandement. Ouais. Et de toute façon, en fait, enfin, à partir du moment où beaucoup plus de personnes ont la possibilité de fabriquer du logiciel et d'être en contact avec tout type d'agents, d'être en contact avec des MCP, sans forcément justement être développeur, bah, ça augmente aussi, ça crée plus de surfaces vulnérables qui n'a pas forcément cette culture-là, ou ne serait-ce de savoir que ça existe et comment s'en protéger. Ouais, et tu parles du logiciel. Donc oui, évidemment, on écrit de plus en plus de lignes de code, mais en fait, il y a aussi tout le Terraform là-dedans, hein. C'est qu'aujourd'hui, même notre infra, elle est générée par des coding agents. Et donc, tu n'es pas à l'abri d'une pull request qui va te recréer un load balancer ou changer les permissions d'un bucket S3 ou créer une nouvelle identité un peu trop ouverte sur le reste du monde. Donc, en fait, la surface d'attaque, elle passe vraiment de la logique de ton code également à toute l'infra, quoi. Yes. Damien, vous approchez, vous qui avez du coup des agents métiers en prod, vous approchez ces questions comment chez Ago? Ouais, bah en gros, il y a une grosse part de sécu sur qu'est-ce que l'agent a le droit de faire et d'impersonnate la personne qui l'utilise, tu vois, parce qu'il y a des clients qui, par exemple, disent ah bah je veux, enfin, allez, on est où ma commande ou des trucs comme ça. Donc, l'agent a accès aux données de la personne qui utilise l'agent. Et donc, ouais, c'est vraiment que de segmentation, s'assurer que ce soit que la personne qui l'utilise qui nous donne les droits, en fait, via des tokens, tu vois. Et donc, en gros, on est sûr que l'agent va pas pouvoir avoir des clients. Enfin, on va essayer de segmenter pour pas que les données clients fuitent. Et on restreint au minimum les droits. Souvent, en fait, on crée des endpoints dédiés qui font que cette action-là. Et parfois, bah, en fait, ça va être écrire des outils, des tools qui vont le faire à la place de l'agent. Parce que, en fait, tu vois, imagine si le but c'est de comparer les noms pour savoir euh, si c'est bien la bonne personne et des trucs comme ça, ben on va pas laisser ça à l'agent. On va créer des outils déterministes. Et l'agent, il va juste avoir oui ou non, etc. On va faire du rate limiting, des trucs comme ça pour bloquer ce genre d'accès, tu vois. Mais en fait, le but, c'est vraiment de réduire la surface d'attaque, enfin la surface ouais, la surface. Pour- D'agency, en fait. Ouais. Exactement. Et Ah, tes agents, ils ont ouais. genre Bash, qu'est-ce Non, qu'ils ont à non, leur non. disposition, en fait? En fait, alors, les agents qui sont client-facing, souvent, ils vont avoir vraiment accès à bah, de la doc privée et publique, mais au moins qui lui permettent de répondre aux questions. Il va avoir le contexte client, donc c'est-à-dire soit on lui injecte directement ce qui est les trucs un peu standards, mais c'est des informations que globalement l'utilisateur a déjà aussi, tu vois, mais au moins ça te permet d'avoir des réponses plus poussées. Et il va avoir accès à taper des API.
Euh, donc, et de créer des tickets, etc. Euh, mais ces API, en fait, on les expose de telle sorte à ce que ce soit des endpoints qui sont dédiés à l'agent et pas enfin, qu'il n'ait pas accès à toutes les API, qu'il ait accès à juste deux choses. Et on fait super attention à ce qui est retourné à l'agent, de telle sorte à ce qu'il y ait le minimum d'informations qu'il puisse appeler une API, c'est bien. Pour faire une action, c'est bien. S'il a besoin de la validation du client, bah, on a des mécanismes où tant que t'as pas un bouton, t'as un bouton qui va s'afficher dans le chat et voilà, il clique et c'est l'utilisateur qui prend l'action. L'agent, il est là juste à formuler l'action, à la mettre en place et à l'afficher au client. C'est des mécanismes comme ça, mais en fait, c'est vraiment réduire enfin, tu as envie de lui donner des capacités, mais à chaque fois que tu lui rajoutes une capacité, tu réfléchis avant avant de le faire, quoi. Ouais. J'entends un truc vachement intéressant aussi, dont on a déjà un petit peu parlé, qui est la partie tout ce que tu peux mettre de façon déterministe, il faut mieux le mettre de façon déterministe, coder des petits scripts, des petits outils pour les agents, parce que je crois que c'est Osmani qui disait un prompt, c'est pas une policy. Il vaut mieux un bout de code que tu as généré qui fait exactement la tâche que tu veux et laisser le prompt l'appeler plutôt que de lui décrire le process et de le laisser se débrouiller. J'ai l'impression il y a beaucoup ça chez vous. Ouais, ouais, mais après, enfin, Ah, j'ai choisi Becky qui se marre. Non, non, mais non, oui. non, Alors, ben, j'ai une anecdote là-dessus. Et après, je te laisse finir, Damien. Mais alors, j'ai fait un prompt pour dire, vas-y, analyse les identités AWS d'un client. Et donc, ce prompt avait plein de trucs très intelligents. J'étais hyper content du résultat et je l'ai poussé en prod. OK? Et après, j'ai regardé, tiens, il est long à s'exécuter quand même. Et en regardant la trajectoire du truc, j'ai vu qu'en gros, il écrivait 5 scripts Python et, et il les exécutait, quoi. Et en fait, donc j'ai refidé ma trajectoire à mon code et j'ai dit, bah, en fait, est-ce que ça marcherait pas en déterministe? Et bam, il m'a craché un gros script Python. Et ben, j'ai trashé mon agent qui s'exécutait en 5 minutes pour le remplacer par un truc Python qui s'exécute en une seconde et qui marche aussi bien. Je ferme ma parenthèse, Damien, désolé. ça, clairement, Euh, souvent, on a des clients qui nous demandent, ah, mais je voudrais bien avoir un dashboard pour faire ça sur mon cas. Et en fait, bah, tu crées du code et en fait, avec ces données. Et après, en fait, l'information devient valuable et après, on le met dans le produit, quoi. Donc, c'est un peu. Il y a un peu. Nous, on utilise des agents, il y a deux endroits. Il y a et l'agent qui répond au client. Et après, on a aussi des agents dans le produit qui vont analyser toutes les conversations, mettre des tags, dire ah ouais, bah là il n'a pas su répondre. Ok, j'ai vu qu'il n'a pas su répondre parce qu'il y a un manque de données, donc je vais créer un, un knowledge request update, ce genre de truc qui. Mais en fait, enfin, pour l'instant, on n'a pas un agent qui a accès à tout, un peu un coding agent qui va tout faire parce que c'est un peu trop risqué, quoi. Euh, Oui, puis c'est sans doute en plus moins efficace. In fine, on voit que là, mm. t'as pas une attention infinie des agents en plus, etc. Donc, même, il y a plein d'autres contraintes physiques qui existent aujourd'hui, qui te poussent de toute façon à segmenter, ce qui est sûrement pas une mauvaise chose. Mais je pense qu'un truc qui est clé, c'est la réversibilité de toute action et le loguer. Et en fait, en gros, euh, par exemple, si tu n'es pas à l'aise à ce que le fait qu'il délète quelque chose, bah, tu lui donnes pas la possibilité. Mais, mais tu peux aussi te dire, et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, les pull requests et autres, ça marche bien, c'est que il peut faire tout ce qu'il veut tant que, enfin, il est un peu dans un environnement pour créer du code et après il va être mergé dans main, mais comme il y a Git, etc., il y a une certaine, enfin, Ouais, il y a- là, tu prends la verre. C'est comme dit, et c'est là où le point de JB est intéressant. On dit, ok, effectivement, sur le code, c'est beaucoup plus vrai que sur l'infra. Après, l'ouverture au monde, quoi. mais après les coding agents là avec, bah, enfin, bon, pour coder des infras avec de l'infra as code, franchement, ça marche aussi.
très très bien. Tu vois, pour te faire un review bah, de ton infra, te dire, ah ouais, mais en fait, tu aurais besoin de rajouter tel composant, tel truc. Ah, ok, fais-le moi. Enfin, ça permet à des gens qui sont pas forcément experts en sécu de un peu plus sécuriser leur infra, même s'il y a toujours besoin de Ouais, c'est plus audit faire approche. automatique. C'est pas mal. Euh, j'ai l'impression qu'on approche de la conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que j'ai l'impression on a exploré pas mal de, enfin, qu'il y a beaucoup, comme disait JB en intro, le sujet il est très vaste et tu te rends compte que tu arrives à descendre dans des détails très fins sur chaque chemin, comme là on a pu le faire. Ah, ouais, Moi, un truc qui me perturbe aujourd'hui, c'est que, ok, en fait, j'avais l'impression que la révolution avec Mythos, etc., c'était pas tant qu'il trouvait les failles, c'est qu'il arrivait à les chaîner entre elles, quoi. Que, en gros, il arrivait à prendre. En fait, comme il a trouvé plein de failles, mais qui étaient chacune potentiellement anodine ou autre, enfin, tu pouvais pas vraiment Résolu. faire quelque chose avec cette faille en particulier, et de dire qu'en fait, il a la capacité de prendre cette petite faille, de se dire, ah ouais, mais ok, avec ça, je peux faire ça, mais avec cette autre-là, je peux faire ça, et ça. Et tu vois, j'ai l'impression que si tu veux rentrer dans un système maintenant, bon, après, il y a des failles ouvertes, voilà, mais le fait de pouvoir chaîner plein de petites failles pour prendre la machine ou autre, ou faire des attaques, je trouve ça assez fou. Et Ouais, alors, justement, ouais. c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein, chez Netlify. Les premiers jailbreaks d'iPhone, c'était déjà souvent je sais pas, 7-8 vulnérabilités chaînées, hein. La première pour avoir exécution de code sur l'iPhone, la deuxième pour sortir de la sandbox, la troisième pour aller dans le kernel, la quatrième pour avoir la persistance au reboot, etc. Donc, tout ça, c'est pas nouveau. Et pareil, tu prends la moindre exploit sur Chrome aujourd'hui qui permet de sortir de la sandbox. En général, tu as déjà un premier exploit dans V8, ensuite V8, il faut sortir de la sandbox de V8, etc., etc. Donc, mais là où 100%, Damien, en fait, c'est que cette complexité-là, c'est évidemment difficile. Le fait que les modèle soit capable de chaîner ces choses de façon pertinente, c'est très très impressionnant. Et puis on va continuer à gagner là-dessus, quoi. Et donc oui, je pense que en fait, à chaque nouvelle génération de modèles où ça devient de plus performant, bah, tu as à la fois une meilleure capacité à trouver des vulnérabilités uniques, une meilleure capacité à expliquer le contexte et à détailler, OK, quels sont les points d'entrée précis et les outcomes de cette vulnérabilité. Et du coup, naturellement, le chaînage s'en retrouve amélioré lui aussi. euh, Mais en fait, j'ai l'impression de... Vas-y, c'est vas-y, en fait, Damien. c'est En fait, c'est ça qui fait un peu peur, c'est que tu te dis et que souvent il y avait des micro-failles où tu avais l'impression que l'impact allait être très limité, mais en fait, comme en face, tu as un agent qui a pas la flemme et qui a la capacité de même de se multiplier, de lancer, enfin, ça fait beaucoup plus peur sur même laisser en prod même une petite faille, quoi. Parce que... Bien sûr, Et moi, j'ai 100%. l'impression... Ouais, non, vas-y, j'y vais. Vas-y, j'y Ok, vais. donc j'ai J'attends. 100%. Ouais, j'y vais. Attends, c'est bon. Euh, Euh, 100%, je suis d'accord. Et là, je pense c'est un peu le monde compliqué où on est le monde d'hier versus le monde de demain, quoi. Parce que le monde d'hier, effectivement, tu as ton V8 qui a été écrit à la main par des gens, n'importe quoi. En C++, quoi. C'est bourré de vulnérabilités. Mais de la même façon, tu as le kernel Linux, hein, qui lui aussi est écrit en C et qui est également bourré de vulnérabilités. Je ne parle pas du kernel Windows ou de XNew de macOS, quoi. Et en fait, toutes ces choses-là, bah oui, va y avoir une petite période d'adaptation un peu compliquée là, hein, et on sait qu'il va y avoir de plus en plus de vulnérabilités qui vont être découvertes. Euh,
Linux, ils ont commencé à migrer en Rust certains kernels, hein. Donc maintenant, on peut pousser des kernels en Rust. Donc Rust, ça élimine complètement une partie des vulnérabilités. Apple a commencé à réécrire plein de trucs en Swift, qui, pareil, par rapport à Objective-C, ça élimine une grande catégorie de vulnérabilités. Et en fait, il va falloir transitionner naturellement vers des choses plus safe. Et après, ça règle pas J'ai une tout. Il y aura toujours des problèmes de race condition, dont Rust protège en partie, mais pas 100%, qui vont être là, quoi. Donc, il va falloir continuer à, faire cette transition peu à peu vers le monde du passé, vers le monde du futur. Mais effectivement, la recrudescence d'attaque, elle arrive de plus en plus, quoi. Donc les Euh, sujets alors, sécu doivent vraiment gagner en poids et en urgence dans les organisations aujourd'hui. Ça peut pas être. Enfin, on est obligé de réagir en conséquence à ce qui se passe, en faisant du mieux qu'on peut, bien sûr, mais en y accordant une attention et un souci qui est supérieur à ce qu'on pouvait avoir avant. Ça, pour toi, il n'y a aucun doute sur ça. Euh, Bah, oui, en fait, tout dépend un petit peu de c'est quoi ton organisation. Tu vois, si tu prends une organisation moderne et que tu déploies toute ton app sur du Lovable et du Supabase, tu vois, bah, en fait, ta surface d'attaque, elle est minuscule, hein. C'est pas toi qui gère les kernels, c'est donc la gestion des vulnérabilités. T'as pas à t'en occuper à part pour ton React, mais tu vois, ta surface d'attaque, elle est très très limitée. Si tu es purement sur du AWS et que tu fais juste du IKS, bah ok, en fait, ta surface d'attaque, en gros, c'est les EMI de tes EC2. C'est tout petit ce que tu dois mettre à jour. Et puis, ton code métier dans tes Docker, mais encore une fois, la surface d'attaque, elle est loin, quoi. Ouais. Donc en fait, tout dépend un peu de ton organisation, Stan. Je suis pas sûr qu'il y ait une raison de paniquer. Ce qui est évident, c'est que je ne peux pas prédire l'avenir et il faut rester ouvert et attentif à tout ce qui se passe, quoi. j'ai juste l'impression un présupposé qu'on fait quand on discute, qui à mon avis pas complètement se veille pas complètement dans la réalité, c'est que justement toutes les organisations vivent à l'époque du code généré par LLM et coding agents, et c'est pas le cas. Il y a toute une partie de l'industrie qui travaille encore à la main ou qui travaillent avec de la Gen AI, mais vraiment en mode assez, Anecdotique. assez naïf, quoi. Et moi, j'ai l'impression que déjà, on se dit que pour ceux qui ont adopté et qui surfent sur l'avant de la vague, la situation est compliquée. Mais du coup, pour ceux qui n'ont pas encore adopté vraiment, fait leur transition, est-ce que eux, ils sont pas un peu à poil dans la pampa? Bah, les deux problèmes sont pas exactement les mêmes. Parce que si tu continues à écrire ton code à la main, en fait, ta vélocité est faible et les outils d'hier faisaient un travail décent. OK? Donc, je pense que l'enjeu, là, ça va être de te dire, OK, j'utilise l'AI peut-être pour m'aider à trouver des problèmes dans ma codebase existante et à les patcher et avoir une codebase qui va être mieux. Après, je pense que les entreprises qui n'arrivent pas à adopter l'AI risquent de se faire dépasser par des entreprises qui adoptent l'AI et vont peut-être voilà, avoir plus de mal. Très discutable, ne me jetez pas la pierre. On en reparle, Euh, on en reparle dans 12 mois. C'est un curseur, c'est un curseur, bien sûr. C'est à prendre en compte. mais ouais, ouais, ouais. Et à contrario, tu vois, une entreprise qui est AI native, bah, en fait, elle va être capable de réécrire très très vite plein de bouts de son code très très facilement. Donc en fait, elle va être capable de réagir plus vite à des problèmes potentiels, mais elle a une surface d'attaque qui est plus large. Par contre, son code, il est peut-être exempt des vulnérabilités qui ont été écrites à la main il y a 20 ans, parce que les coding agents ont déjà cette capacité à être meilleurs qu'un développeur moyen sur ce genre de sujet, quoi. Est-ce que ça ressemble à une conclusion? Ça avait un air de conclusion. Ouais, c'était vraiment super. On a fait un tour. Alors, est-ce qu'on peut faire un tour exhaustif de ce sujet? Non. Mais en tout cas, de pas mal de questions qui reviennent dans l'industrie, nous, quand on discute avec nos clients. Donc, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, JB. Avec Merci grand Damien. plaisir. Merci tout le monde. Merci de Merci à m'avoir accueilli. puis ben, tolmo.com. Du coup, je vais aller jouer avec la CLI de la landing.
Tu es le bienvenu. Bonne soirée à Merci. tous. Salut, Merci Merci à beaucoup. bientôt. beaucoup. Au revoir.